On va parler vélo, on va parler cyclisme, hein. Le 299e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est des interviews, c'est des previews. Le Coup Tordu, pour ceux qui nous découvrent, hein, le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés. Pour les passionnés, très content de vous retrouver. Alors, je suis en solo, hein, pour ce 299e épisode du Coup Tordu. On va faire tous ensemble la preview et les pronostics de la 17e étape du Giro 2025. Pour attaquer l'émission, on va avoir une pensée pour Alessio Martinelli, hein, ce coureur de la Bardiani, bien connu par les managers de Sky Limit, hein, coureur qui aujourd'hui a chuté dans un ravin sur la 16e étape du Giro. Heureusement, ça va, il a quand même fait une chute de plus de 10 mètres, donc à première vue, ça a l'air d'aller, hein, il était conscient, il a fait une petite photo sur les réseaux sociaux. C'est des images qu'on n'aime pas voir, on a eu peur pendant un long moment, donc voilà, plutôt rassuré que de savoir que Martinelli va plutôt bien, donc voilà, donc ça se finit bien pour Alessio Martinelli et c'est l'essentiel. Bon, on va lui dédier tous ensemble, bien évidemment, ce 299e épisode du Coup Tordu. On revient aussi sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec la prise de contrôle de Richard Carapaz sur ce Giro. Alors, on va pas dire que Richard Carapaz a gagné le Giro, mais enfin c'est quand même lui désormais l'ultra favori des bookmakers. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler, faire le message de prévention. Les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer avec excès comporte des risques. On fait pas n'importe quoi avec sa bankroll. Et puis c'est même bien d'avoir une bankroll et de faire du management bankroll. Je rappelle que 97% des joueurs sont perdants sur le long terme. On ne s'émancipe pas socialement en faisant des paris sportifs. C'est extrêmement dur de gagner. C'est vraiment très très difficile. Donc voilà, je le dirai jamais assez. Voilà, si vous voulez pas que ça crache, faites du management bankroll. Et puis on peut aussi chercher à savoir qui sera le vainqueur de la course sans obligatoirement faire de paris sportifs. On peut aussi faire du fantasy, des petits jeux gratuits, s'amuser comme ça et c'est tout aussi bien. Donc Richard Carapaz, vous êtes quelques-uns à me l'avoir fait remarquer sur les réseaux sociaux. J'en parlais la semaine dernière quand il était encore à 9. Avant l'étape, pour le classement général, il était à 4,50. Je vous en ai parlé, j'ai insisté dessus et je l'ai pas pris. Bon là le train est passé. Alors est-ce que 1,60 c'est encore valu à la vue de ce que les coureurs vont avoir à la fin de la semaine et à la vue de sa forme? Je pense que 1,60 c'est encore valu. Je vais pas y aller. Le train est passé, tant pis pour moi, mais comme quoi dans les paris sportifs, avoir l'analyse, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Faut avoir l'analyse et faut aussi prendre avoir la décision, la prise de décision qui va avec. La prise de décision va tout autant que l'analyse. Dans un autre registre, j'avais dit avant le Giro que faudrait prendre Tonton Roglic quand il aura une cote assez haute à 3 ou à 4 parce qu'on voyait les UAE le dominer, plus Ayuso d'ailleurs que Del Toro. C'est ce qu'on vous avait dit dans les previews d'avant le Giro. On était plutôt d'accord avec Thibaut. Et puis finalement, ça se voyait que Tonton ça allait pas trop bien. Donc je n'y ai pas été non plus. Après c'est vrai que Carapaz, on le sent monter en puissance depuis plusieurs jours. Donc voilà, tant pis pour moi. Bonne analyse qui sera pas concrétisée en matière de paris sportifs. Bravo à ceux qui l'ont suivi, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pris suite à l'analyse. Mais de temps en temps c'est comme ça. On a l'analyse, on a le truc et puis on va pas au bout. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est encore une fois c'est beaucoup de mental aussi les paris sportifs. Et donc de manière pour moi, claire, nette et précise, oui, Richard Carapaz est parti pour gagner ce Giro 2025. Et je vais même aller plus loin. Je pense que beaucoup se sont laissés emballer par, on va dire, les jeunes coureurs, par le phénomène Pogačar, Remco Evenepoel, où on a l'impression que tous les gamins qui vont arriver, qui vont commencer un petit peu à flamber, sont des Pogačar ou des Remco Evenepoel en puissance, voire des Jonas Vingegaard, même si Jonas, pour moi, a éclos un petit peu plus tard que Pogačar et que Remco Evenepoel. Faut juste pas oublier quelque chose, c'est que Isaac Del Toro, c'est un gamin, il a 21 ans. Pour l'instant, il a fait 36e d'une Vuelta l'année dernière, c'est du Giro l'année dernière, Vuelta l'année dernière, c'est son unique grand tour. Que Del Toro, pour l'instant, jusqu'à présent, c'est un puncher grimpeur, mais c'est pas un pur grimpeur, on le connaît comme puncher. Alors il va pouvoir bien évidemment se développer dans les années qui viennent, mais au départ Pogačar aussi, c'était un puncher. À 18 ans, c'est un mec qui était très très fort sur les efforts entre 5 et 15 minutes. UAE a développé ses qualités de grimpeur. Rappelez-vous, même au départ, il avait aussi quelques petites lacunes, quelques petites faiblesses sur les ascensions de plus d'une heure. Donc c'est probablement un chemin que les entraîneurs, que le staff technique d'UAE va faire avec Isaac Del Toro. Et il y a un deuxième point aussi qu'il faut pas négliger. On l'a
complètement oublié avec Tadej Pogačar qui est hermétique absolument à tout, c'est qu'un coureur, quand il a le maillot rose, tous les jours, c'est des cérémonies protocolaires, c'est un maillot rose à enfiler, c'est des interviews à faire, c'est 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes de récup en moins. Et au cumul, tous les jours, parce que ça fait 8 jours qu'il est maillot rose, Del Toro, sur la fin d'un grand tour, ça se paye. Et en plus, quand on voit le menu que vont avoir les coureurs dans les jours qui viennent, notamment l'étape 19 et l'étape 20, c'est dantesque. On le redit sur cette dernière semaine, c'est plus de 20 000 mètres de dénivelé. Donc, moi, je serais pas surpris que même Del Toro, ça finisse complètement hors podium et que ça fasse une craquante. Et d'ailleurs, on le sentait un petit peu arriver, alors pas la craquante de Del Toro, mais ce qu'on sentait arriver à la vue des interviews ce matin, notamment de Mauro Gianetti, où on a expliqué que Del Toro était désormais le leader. C'est la craquante d'Ayuso qu'on pouvait éventuellement anticiper. Alors Ayuso, pour moi, à l'inverse, je l'enterre pour ce Giro, mais je n'enterre pas le fait que Ayuso puisse gagner des grands tours dans le futur. Clairement, Ayuso, on parle d'une infection à la jambe ou à la cheville, au genou, suite à ses points de suture. On sait que sur un grand tour, tout se paye. Encore une fois, il y a que Tadej Pogačar qui peut aller se casser la gueule sur un grand tour, et puis il se passe rien, tout est normal. Ayuso, il a eu des points de suture, ça a sauté, il y a une petite infection, et derrière, sur un grand tour, il n'y a pas de miracle. Dans un autre registre, mais David Gaudu, courir sous antibiotiques, mais c'est super dur. C'est pareil, on revoit, j'ai envie de dire, du vélo un peu normal. C'est Yann sur les réseaux sociaux qui m'a envoyé un message qui dit le vélo c'est mieux quand il n'y a pas les mutants. Moi j'ai pas de problème, si vous voulez, avec si Pogačar est plus fort, il gagne, et j'apprécie tout autant un Giro ou un Tour de France ou une Vuelta. On le verra peut-être sur la Vuelta cette année, avec Pogačar qui écrase absolument tout le monde. Pour moi c'est un grand champion. L'avenir nous dira si je suis un naïf ou pas, mais pour moi c'est un immense champion. Et quand on a un immense champion qui écrase tout, et comme dans tout sport, s'il mérite de gagner parce qu'il est meilleur que les autres, il mérite de gagner parce qu'il est meilleur que les autres. Maintenant on revoit, on va dire, un Giro avec du suspense et avec des comportements de coureurs, on va dire, un peu plus humains. Donc Del Toro, ça craque. Roglic, il y a eu 3 ou 4 chutes à un moment donné, ça craque. Et j'ai envie de dire, il y a une logique dans tout ça. Il y a une cohérence. Donc, pour la suite, Richard Carapaz, la victoire, pour moi, elle lui tend les bras. On a vu Bernal qui a chuté plusieurs fois depuis le début du Giro. Lui aussi, à mon avis, ça doit commencer à peser un petit peu dans les pattes. Simon Yates qui est largement meilleur que ce que je m'imaginais. Alors Yates, faut se rappeler qu'il a eu un virus avant le Giro, donc il est arrivé un petit peu à court de préparation, et Yates a fait 0 faute depuis le début du Giro. Il a optimisé tout ce qu'il pouvait optimiser. Donc ce qui fait qu'il peut raisonnablement viser un podium. Et puis on va revenir aussi sur Derek Guy. Rappelez-vous, je vous avais fait une analyse sur Derek Guy, c'était au moment du Tour des Alpes. Derek Guy qui sortait de stage en altitude, qui a utilisé le Tour des Alpes pour compenser, et sa préparation était, certains disaient attention, il est pas dedans sur le Tour des Alpes, c'est un peu inquiétant. Sur une préparation, on va dire, où il sortait de stage en altitude et il utilisait le Tour des Alpes pour surcompenser, avec comme objectif d'avoir un pic de forme pour la 3e semaine du Giro, franchement c'est hyper bien vu, Et puis rappelez-vous, Derek Guy, il était pas bien sur les étapes en Albanie, mais un grand tour c'est très très long. Il y a quelqu'un d'ailleurs dans le Discord de Side Limit qui avait dit qu'il voyait bien Derek Guy terminer 3e du Giro. Il avait dit ça il y a quelques jours. Moi je le voyais plutôt bon 4e. Très honnêtement, il monte en puissance et il va continuer à monter en puissance jusqu'à la fin de la semaine s'il n'y a pas d'impondérable. On le voit un peu mieux que Mika Storer par exemple, qui était au taquet du taquet sur le Tour des Alpes, et qui est loin d'être à la rue, très très loin d'être à la rue, Mika Storer, mais qui est un petit peu moins bien que Derek Guy. Donc ça aussi, c'est des choses que vous pouvez analyser, regarder et un petit peu noter, mettre de côté pour anticiper les pics de forme d'un coureur. On va faire un petit tour aussi de nos PLT. Alors rapidement sur l'étape du jour, j'avais pas fait de podcast pour l'étape du jour. J'avais mis quelques bêtes sur X, sur Twitter ce matin. Donc j'étais parti sur en sec la victoire de Richard Carapaz. Bon,
Voilà, un petit peu décevant à la vue de l'étape, même s'il y a un coureur du classement général qui l'a battu, c'est Giulio Pellizzari. J'étais parti sur la victoire et le top 3 de Bernal, bon ça passe pas. Et j'étais parti aussi sur un top 10 de Giulio Pellizzari. Je sais qu'il y en a qui l'ont chopé à 2,5, moi je l'avais pris à 2. Donc ce qui fait qu'au niveau bilan comptable de cette étape, on est sur une étape complètement even. Un petit peu frustrant parce que je pense que j'aurais pu aussi aller sur un top 3 de Pellizzari, mais enfin bon voilà, on perd pas. Ça reste l'essentiel. Je voulais faire aussi un petit point sur les différents PLT qu'on a en cours sur ce Giro, tous les PLT qu'on a pris. Alors je vais commencer par ceux qui ne seront pas gagnés, qui ont quasi aucune chance ou qui sont perdus. Le premier donc c'était au maillot cyclamen, Paul Magnier qui bat Wout van Aert. Alors si Wout ne termine pas le Giro, ce que je ne lui souhaite pas, pareil, encore une fois, rappelez-vous de ceux qui ont littéralement enterré Wout van Aert après les étapes albanaises. Moi, je vous ai dit, les gars, cherchez pas à comprendre, c'est juste les conséquences de son virus et de sa préparation. N'enterrez jamais Wout van Aert. Voilà, ne l'enterrez pas. Donc on avait Magnier qui bat Wout. Bon bah si Wout va au bout, le big bet sera perdu. J'étais parti aussi sur la défaite des UAE au Team Classification. Alors en plus, si Isaac Del Toro commence à baisser un petit peu dans le classement général comme je l'imagine, bah du coup ce Team Classification va devenir un véritable objectif pour les UAE. Ils ont une demi-heure d'avance, donc ça c'est quasi mort, sauf si sur l'étape 17 on a une échappée fleuve qui part avec 20 minutes d'avance et qu'on a 3 coureurs d'Astana ou 3 coureurs de la Bahreïn dans l'échappée, mais ça non plus j'y crois pas. D'ailleurs vous remarquerez aussi un truc, c'est que chaque année sur la plupart des grands tours, sauf sur le Tour de France, on a toujours à un moment donné une étape où on a une échappée fleuve qui part et qui finit avec 12, 15, 20 minutes d'avance sur le peloton qui musarde complètement. Là pour l'instant sur ce Giro, ça n'a jamais débranché. Est-ce que c'est le genre de move, le genre d'étape qu'on va encore voir dans l'avenir? Je ne sais pas. Sur le Tour de France, on en voit quasiment plus. Sur le Giro, on en voit encore régulièrement. Sur la Vuelta aussi, mais là, pour l'instant, sur ce Giro, il n'y en a pas eu. Donc, UAE, Team Classification, UAE ne gagne pas. Ça paraît mort. Donc, du coup, Ineos qui gagne le Team Classification, avec déjà 2 abandons dans l'équipe, ça me paraît quand même très, très compromis. En revanche, pour tout le reste des autres PLT, on avait pris Wout Poels qui passe Steinhauser au classement de la montagne avec une cote de 2,58. Alors moi, à mon avis, Steinhauser, il va rester avec Carapace jusqu'à la fin du Giro. Je pense qu'en logique, chez IF, on est encore au complet. On doit commencer à se dire, au moment où j'enregistre le podcast, on doit se dire dans le bus, dans le car, putain, Richie, celui-ci, il est pour toi. Je pense qu'il croit vraiment en sa chance, Richard Carapaz. Donc, Wout Poels, il devrait essayer de reprendre des échappées, à mon avis. On vous rappelle qu'il veut avoir la triple couronne, rentrer dans ce fameux cercle des coureurs qui ont remporté une étape sur les 3 grands tours. Donc Wout Poels, ça devrait ressortir. Donc il y a 10 points d'avance pour Wout Poels au classement de la montagne sur Steinhauser. C'est pas fait, mais ça sent pas mauvais. Pour le maillot cyclamen, on avait pris Mats Pedersen à 2,5 avant le Giro. Bon alors là, si Pedersen va à Rome, il y aura absolument aucun souci. Lorenzo Fortunato qu'on a pris à 30 pour le maillot de la montagne. En logique, s'il va jusqu'à Rome, pareil, c'est un penalty, il y a absolument aucun problème. Et enfin, le dernier, c'était le top 10 d'Egan Bernal à 2. Bernal est 6e au classement général. Alors attention, on n'est pas non plus à l'abri d'une craquante intersidérale. Egan est pas mal tombé ces derniers temps et continue de se casser la gueule. Donc ça, c'est pas fait à 100%. C'est loin d'être fait, c'est loin d'être safe. Mais enfin, si le Giro s'arrêtait maintenant, on serait vraiment ultra bénéficiaire sur les PLT et bénéficiaire sur ce Giro. Alors maintenant, je vais vous donner un autre PLT. On va rajouter un PLT supplémentaire et ça va être mon premier bet de ce podcast. C'est le classement des jeunes. C'est Giulio Pellizzari qui est coté à 3 pour le classement du meilleur jeune. Alors il a un petit peu plus de 4 minutes de retard sur Isaac Del Toro. Encore une fois, à la vue de ce qu'on va avoir sur l'étape 19 et sur l'étape 20, Giulio, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est peut-être en montagne, c'est peut-être lui le meilleur de ce Giro. C'est complètement dingue. Alors après, on peut pas comparer parce qu'il a pas couru avec la pression de la course, il a pas couru avec la pression de ses leaders depuis le début du Giro. Mais Pellizzari, moi je pense que du côté de la Bora, on doit utiliser cette 3e semaine et c'est ce qu'on a commencé à faire pour dire à Giulio, confronte-toi au meilleur à la pédale et essaye d'aller nous chercher le meilleur classement possible. Ça va te servir comme expérience pour les prochains grands tours que tu feras comme leader. Et
Pellizzari va obligatoirement, après ce Giro, s'il continue sur la lancée de ce qu'on a vu aujourd'hui, Pellizzari va obligatoirement monter dans la hiérarchie des Bora, et c'est aussi un coureur qu'on va probablement retrouver leader ou co-leader très très rapidement sur des courses à étapes d'une semaine. Il apprend son métier de leader, et c'est un mec qui dans les 1, 2, 3, 4 ans qui viennent va assurément jouer des top 10, des top 5, voire des podiums sur les grands tours. Il a fait d'énormes d'énormes progrès en contre-la-montre. C'était son gros défaut. Il a pas été pourri sur les chronos. Et en descente, rappelez-vous, quand on l'a repéré à la Bardiani il y a 2 ans, dans les descentes, c'était assez mauvais. Il a fait d'énormes progrès là-dessus. Et moi, je suis confiant sur la progression linéaire de Giulio Pellizzari. Pourquoi ? Parce que du côté de la Bora, l'homme qui gère le sportif, pour moi, c'est le meilleur, enfin voilà, c'est un des peut-être des 2-3 meilleurs, c'est Pacivilla. Pacivilla, il n'y a pas meilleur que Pacivilla pour faire progresser un coureur. Les grandes années de Peter Sagan les doit à Pacivilla. C'est quelqu'un qui connaît l'humain, qui sait faire progresser les coureurs. Remettez-vous les documentaires Netflix sur la Movistar, ça commence à dater, mais on voit entre la saison 1 et la saison 2 où Pacivilla n'est pas dans la saison 1, il arrive à la Movistar à la saison 2, on voit clairement l'apport de Pacivilla. Donc c'est quelqu'un qui sait faire progresser les coureurs. Donc je suis pas inquiet là-dessus, et je pense que qu'on est qu'au début de l'histoire pour Pellizzari. Donc 4,30 de retard sur Isaac Del Toro au classement des jeunes. Pour moi, il va aller le chercher. Voilà, la cote elle est à 3 et ça sera 0,15% de bankroll pour le maillot blanc classement des jeunes. Il y a aussi Tiberi qui est intercalé entre les deux, 30 secondes de retard pour Pellizzari. Il va aller le croquer. Donc Giulio Pellizzari, la cote à 3 pour la victoire au classement des jeunes, et la BK c'est 0,15. Avant de passer à l'étape 17, on va aller faire un petit tour chez Side Limit, avec $425 de prize money pour ce Giro. On rappelle que les gros prize money, c'est sur le Tour de France, $1,600 l'année dernière. On s'attend à un petit $2,000 cette année sur le Tour de France. Il est encore temps d'aller vous constituer une galerie. Si vous n'êtes pas encore sur Side Limit, je vous redonne le parrainage du coup tordu. C'est coup tordu 0, et on refera un tirage au sort dans le cours de la semaine pour vous offrir une reward. Donc voilà, participe au tirage au sort ceux qui passent par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Alors petite polémique aujourd'hui dans le Discord de Side Limit, parce que forcément l'abandon de Roglic a eu des conséquences sur le classement de Side Limit, vu que beaucoup de managers avaient mis Giulio Pellizzari comme équipier à la Bora. Pellizzari qui est sur Side Limit parce que il était à la Bardiani, et la Bardiani fait partie des équipes présentes sur Side Limit. Donc les notes, vous les avez quand vous prenez un coureur qui fait partie d'une équipe présente sur Side Limit et que ce coureur bascule en World Tour, par exemple. C'est aussi le cas d'Arieta des UAE. Donc beaucoup de managers comme BZH Forever alias Benoît Tréanton en Ligue 1 avaient mis Giulio Pellizzari comme équipier, sauf que quand l'équipier devient leader et devient le premier de son équipe, vous mangez un malus, et vous mangez un gros malus qui fait que derrière c'est extrêmement compliqué de remporter l'épreuve. Alors certains managers trouvent que le malus est un petit peu trop important. Moi, je trouve ça complètement normal. Imaginons un Side Limit dans le futur, ultra optimisé, avec la Visma, avec les UAE, avec l'intégralité des équipes World Tour. S'il n'y a pas trop de malus pour un coureur, on va dire pour un leader que vous placeriez en équipier, vous composez votre équipe, vous avez juste à mettre Pogačar en leader, et puis vous mettez Vingegaard en équipier. Ça vous fera Pogačar leader 100 points. Et si Vingegaard est équipier et qui fait deuxième, si vous avez un tout petit malus, il va marquer 75, 80 points. Mais on dévalorise. Si on fait ça, on dévalorise complètement le rôle des équipiers sur Side Limit. Le rôle d'un équipier, c'est de pas être leader. Donc le fait qu'il y ait un malus qui plombe les managers qui ont un coureur équipier qui se retrouve premier de son équipe, pour moi c'est le jeu. Et pour moi, Valentin doit absolument garder cette règle, et pour moi le scoring est parfaitement léché. Donc cet abandon de Tonton Roglic a eu pas mal de conséquences sur le classement. Je rappelle qu'en Ligue 1 il y a $110 à gagner avec une carte rose 3 étoiles qui peut valoir 4 étoiles, qui peut valoir quasiment le même prix que les $110, voire plus. En tête du classement toujours Thomas qui a quasiment Giro gagné, Thomas Gino Brother avec $110, $110 à la gagne et 330 points. À la deuxième place, c'est Steph le Belge qui prend la deuxième place, et il y a $50 pour le deuxième. Steph qui a 283 points, mais
ça reste assez serré. Johnson à la 3e place avec 278 points. L'étape qui arrive, l'étape 17, sera décisive au niveau des coureurs qui vont s'échapper. Je pense que cette étape sera décisive pour la Ligue 1. Au niveau de la Ligue 2, Francesco qui est en tête, mais désormais il est talonné, 316 points. Il est à égalité avec LV Cycling. Alors les deux se sont échappés, voilà, ils ont 316 points tous les deux. Et à la 3e place, apparaît dans le top 3, c'est Ced avec 288 points. Et enfin, on va aller faire un petit tour du côté de la Ligue 3. La Ligue 3, ça reste toujours assez serré. C'est JTR 98 qui est en tête avec 283 points. On a Spix 22 à la 2e place avec 280 points. Et Van Pitt est 3e avec 279 points. Donc je vous redonne le parrainage. Je vous rappelle que quand vous arrivez sur SideLimit, vous avez un pactage de 50 cartes gratuites pour tester le jeu, pour faire de la Ligue 4 qui est intégralement gratuite. Et voilà, il vous reste encore quelques semaines pour vous faire au jeu et vous faire une petite galerie pour essayer d'être compétitif pour le Tour de France et aller croquer les gros prize money. Puis en attendant, bien évidemment, il y a d'autres épreuves qui sont ouvertes. Ça va jouer sur le Tour de Norvège, le Alpe Isère Tour, sur la Flèche du Sud. Ça va jouer sur les boucles de la Mayenne, sur le Tour d'Estonie. Donc je vous redonne notre code de parrainage. Coup tordu 0 avec le chiffre 0. 17e, on bascule sur la 17e étape de ce Giro. Donc vous avez toujours les previews de Thibaut bien évidemment à mater sur Vélo Futé et les previews d'Enzo sur son site The Big Gear. Alors on va monter le Mortirolo, ça sera la 2e ascension de l'étape. Est-ce qu'on va avoir un GC Day ou est-ce qu'on va avoir une échappée? Vous pouvez aller voir donc voilà la preview de Thibaut sur le site Vélo Futé. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques étapes de ce Giro où on était plutôt parti sur des pics échappés et on a eu des GC Day. Alors maintenant le truc c'est qui va prendre la chasse derrière les échappés, qui va mettre en route quand une échappée va partir. Du côté des UAE, alors est-ce que Ayuso sera au départ de l'étape? Ayuso, je pense qu'il est pas là pour jouer une 15e place sur un grand tour, il est pas là non plus pour porter les bidons pour Isaac Del Toro, donc j'ai de gros doutes sur le fait que Juan Ayuso soit au départ. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que pour moi, du côté des UAE, alors on a encore le maillot rose sur les épaules, à mon avis, on va la jouer défensif. On va la jouer défensif et si on envoie, on peut envoyer Vine ou McNulty à l'avant. Si on fait ça, on envoie un message à Del Toro comme quoi on ne croit absolument pas qu'il soit capable d'aller chercher le podium. Donc moi, je serais plutôt manager des UAE. Je suis pas manager des UAE, mais j'essaierais plutôt de rester groupir autour d'Isaac Del Toro. Donc un UAE dans l'échappée, j'ai du mal à le voir. Les UAE vont jouer défensif, ils vont pas chasser derrière l'échappée. Alors après, parmi les équipes qu'on a vues, on va dire embrayer de manière un petit peu surprenante derrière les échappées, les Ineos. Bernal a pas été super sur cette 16e étape. Il est tombé, ça fait plusieurs chutes. Je pense que l'objectif pour Bernal doit être de récupérer sur la 17e et la 18e étape pour faire all-in sur la 19e et la 20e et essayer d'aller chater un podium ou le meilleur classement général possible. On est aussi décimé du côté des Ineos. On a perdu Tarling, on a perdu Rivera. On rappelle quand même que Bernal a failli ne plus jamais monter sur un vélo il y a 3 ans. Un accident gravissime qui aurait pu lui coûter la vie. Donc niveau moral, même un top 5 pour Bernal, je sais qu'il est pas là pour ça. C'est un gagnant, il veut gagner. Mais même aller chercher un top 5 pour Bernal sur ce Giro est quelque chose qui pourrait le mettre sur une phase positive pour la suite de sa carrière. Donc je pense que Bernal, on approche de la fin du Giro, faut pas faire n'importe quoi. Et enfin, du côté des IF, pareil, je pense que du côté des IF, l'idée, à mon avis, c'est de laisser les UAE contrôler un petit peu le game, rester au complet et essayer de garder des forces pour la 19e et la 20e étape, parce qu'à mon avis, Richie doit sentir qu'il a les notes entre les mains. Voilà, je veux dire, sur ce type d'étape, qui est-ce qui pourrait aller récupérer? Alors sauf si on a à nouveau Del Toro qui se sentirait mal dans le Mortirolo. Moi, je pense que plus on va avancer, plus Del Toro va fatiguer. L'idée pour les IF, c'est que Del Toro gagne le maillot rose, qu'il se refasse une cérémonie protocolaire, qu'il retourne jeter les fleurs dans le public, qu'il réponde à des journalistes, à des questions. Donc
pour IF, la situation elle est parfaite. Donc voilà, donc j'ai du mal à voir IF, sachant que Roglic est plus dans l'histoire, que Ayuso est plus dans le jeu. J'ai du mal à voir IF embrayer. D'ailleurs, faudra qu'on se fasse aussi un sujet un de ces jours. Je reviens là-dessus sur l'étape de dimanche où Roglic a perdu du temps sur un talus de deuxième catégorie qui était pas très très dangereux à première vue. Moi je me demande, c'est un sujet dont personne ne parle. Je me demande parfois s'il n'y a pas de l'espionnage industriel dans le vélo. C'est-à-dire que si à un moment donné les Ineos et les IF n'embrayent pas, Roglic il perd pas 1 minute 30 sur l'étape de dimanche et il reste dans le jeu au classement général. Maintenant, si une taupe à la Bora passe l'information à quelqu'un d'une autre équipe, attention, il est pas bien, c'est le moment de lui tirer dans la tronche, qu'est-ce que tu fais? T'embrayes. Et puis t'y vas, quoi. Donc, est-ce que ce genre d'information circule dans le peloton? Est-ce qu'un coureur, par exemple, qui ne serait pas renouvelé dans une équipe, il le sait, ou alors il serait à une place qu'il n'aurait pas envie d'avoir, ou pire encore, est-ce qu'une équipe ne pourrait pas donner un billet à un coureur d'une équipe concurrente ou promettre éventuellement un contrat sur les saisons suivantes en échange de ce type d'informations précieuses? J'en sais rien, je sais pas, j'ai aucune info là-dessus. Mais c'est quelque chose qui peut-être pourrait exister. En tout cas, je trouve que sur l'étape de dimanche, quand les IF et les Ineos ont lancé leur move, j'ai la sensation qu'ils avaient une information. Ou alors, ils avaient ce qu'on appelle dans le poker des tels. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien Roglic. Par exemple, à l'époque, quand Bernard Hinault a quitté Cyril Guimard pour aller chez Bernard Tapie, Cyril Guimard, c'est ce que j'avais lu dans le livre de Laurent Fignon, Cyril Guimard savait parfaitement à son faciès à quel moment Bernard Hinault n'était pas bien. Et il disait à Laurent Fignon d'attaquer à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Peut-être que chez les Visma, on connaît parfaitement Tonton Roglic et on a réussi à lire qu'il était pas bien. Donc ça aussi, ça c'est autre chose. Les tels dans le vélo, ça aussi, c'est un sujet dont personne ne discute, mais ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. Ça pourrait être aussi hyper intéressant. Donc je ferme ma parenthèse sur les tels dans le vélo. Donc pour moi, si vous voulez, cette étape 17, on revient dessus. Pour moi, on est sur un GC Day. Voilà, on est sur un GC Day, sur un GC Day, n'importe quoi. On est sur un pic échappé. Je vais vous donner les noms que j'ai cochés pour cette étape. Alors là, on va pouvoir commencer un petit peu à appuyer sur le fameux théorème Nicolas Fritsch. Je vais quand même mettre une exception à ce théorème Nicolas Fritsch. Vous allez voir, le théorème Nicolas Fritsch, c'est quoi? Les mecs qui vont partir à l'avant sont des mecs qu'on a déjà vus. C'est comme ça que ça se passe dans les grands tours en 3e semaine. Pourquoi ils sont à l'avant? Tout simplement parce que ce sont les plus forts. C'est le théorème Nicolas Fritsch. Voilà, c'est simple, c'est basique, mais en même temps c'est factuel comme la plupart de voilà la 99% des analyses, même 100% des analyses de Nicolas. Donc Romain Bardet, c'est mon premier pick. Pourquoi? Parce que il a dit qu'il allait en garder sous le coude pour cette étape. Voilà, je pense qu'il va faire all-in dessus. On a un départ assez musclé, ça va se faire à la jambe. On va pas avoir cette espèce de loterie du départ des étapes sur le plat. Il va y avoir un peu de loterie, mais ça va quand même se faire à la jambe. Il le sait, il l'a analysé. Du côté de la pique-nique, on va courir pour lui, je pense, parce que voilà, s'il l'a coché, ça sera le cas. Donc Romain, la cote à 26. On aura probablement du top 3 aux alentours de... on divise par 4 généralement pour avoir le top 3. Donc on aura, je pense, aller autour de 4,5 pour le top 3 de Romain Bardet. Donc on ira sur les deux. Le deuxième pick, c'est Florian Stork. Pour moi, coureur hyper solide, qui a terminé 2e d'une étape récemment. Donc c'est intéressant de voir aussi des mecs qui ont un petit peu des montées de forme comme ça. Solide. Florian Stork, ultra méga solide, donc je vais partir, donc sa victoire à 51, pareil on couvrira sur du top 3, je pense qu'on aura 12 ou à 13 autour de ça, donc à chaque fois vous visez sur une bankroll à 10 000 €, vous visez 50 € de gain et vous divisez par la cote, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Et enfin le dernier pick, alors voilà, j'avais pas fait de podcast dimanche, j'avais ciblé Carlos Verona que j'avais pris top 10 à 5 perso, ça comptera pas dans la bankroll. Je vais aller
dans le même esprit que Carlos Verona sur l'étape de dimanche. D'ailleurs, au passage, hyper content pour Carlos Verona, équipier loyal, fidèle, toujours très intéressant, hein. Suivez-le sur les réseaux sociaux, là il publie sur Strava, sur Facebook. Il y a toujours des petits posts hyper intéressants après les étapes. C'est simple, c'est positif. Il nous fait partager sa passion. Donc Verona, moi j'aime vraiment beaucoup ce coureur. C'est le type de coureur vraiment que j'adore. Et donc dans le même état d'esprit, je vais aller sur le tracteur, sur Jan Tratnik. La cote elle est à 126. On l'a pas vu depuis le début du Giro, normal. Il était là pour Tonton Roglic. Ses qualités de grimpeur, je vous rappelle qu'il a terminé en 2021 deuxième d'une étape sur le Doncolan, derrière Fortunato à l'époque. Donc là, on va avoir les coups des franches du côté des Bora. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Hein. C'est un petit peu le move qu'on avait fait tous ensemble sur l'étape de Paris-Nice 2024 qui avait vu la victoire de Vlasov à 100. C'est les boucs ont encore du mal avec ça. Quand un leader rétrograde ou abandonne, ça change les rôles des équipiers et ça donne des opportunités. C'est complètement ce qui s'est passé pour Verona ce dimanche et ce qui pour moi peut se passer pour Jan Tratnik. Alors il est à 126 parce que si vous prenez son Pro Cycling Stat sur ce Giro, c'est dégueulasse, sauf que on connaît évidemment la force du tracteur slovène. Donc la victoire elle est à 126, on couvrira bien évidemment avec du top 3. Donc récap des bêtes, Bardet, Stork et Tratnik, plus le PLT au classement des jeunes que je vous ai donné en milieu de podcast. Et je fais ça, je m'amuse parce que je sais qu'il y en a qui viennent juste à la fin des podcasts uniquement pour écouter les pronostics. Je sais, je vous ai cramé. Vous n'êtes pas nombreux à faire ça. C'est les mêmes en fait parce que je le vois en gros quand on arrête la saison. Dans le coup tordu, quand on arrête fin octobre et qu'on revient en janvier, on perd entre un quart et un tiers de l'audience. Ce qui veut dire que les deux tiers à 3/4 des auditeurs du coup tordu sont là pour le vélo. Et on va dire un quart à un tiers sont là uniquement pour les paris. Donc c'est un petit peu, je vous en veux pas, vous avez le droit, mais c'est un petit peu comme si vous voulez les mecs qui se pointent dans les mariages juste pour le dessert. On veut pas manger le saumon avec le risotto. Là par contre pour aller bouffer de la pièce montée, on est là. Voilà, vous êtes un petit peu le même genre, vous vous pointez uniquement pour les pièces montées dans le mariage pour le mariage. Donc voilà, donc je vous ai donné un bet en milieu de podcast. Donc voilà, donc faudra remonter, faudra aller le chercher. Donc Bardet, Stork et donc Jan Tratnik. Et s'il y avait un quatrième bet à prendre, alors je le prendrai pas parce que j'ai ce coureur en Ligue 1 capitaine sur sa limite. Et s'il sort, ça va me faire remonter et bien remonter dans le classement. Mais c'est Pouletto. Voilà, Pouletto, alias Martin Marcelluzzi. D'ailleurs, quel grinta incroyable sur l'étape qui est remportée par Casper Asgreen. Il était pas loin aussi du compte et puis il en remet, il attaque, il contre, il remet ça. Alors le problème c'est que mon petit Pouletto, il est souvent à contretemps. Voilà, il est souvent un petit peu à contretemps Pouletto, mais voilà, là ça encore une fois ça va sortir à la jambe. Donc Pouletto en top 10, ça serait pas non plus complètement con. Je vous rappelle donc les previews de Thibaut sur Vélo Futé, les previews d'Enzo sur son site Analyste Phoenix et puis le coup tordu, je vous attends sur le compte Instagram du coup tordu. D'ailleurs, si vous avez un réseau social à nous pousser, c'est Instagram. Je vous le dis, tiens d'ailleurs, si vous avez 10 ou 15 secondes, prendre le temps, je le fais jamais, je sais que les podcasteurs le font, si vous pouvez aller nous coller du 5 étoiles et forcer un petit peu sur Apple Podcast parce que sur Spotify, je crois qu'on a 85 notes, 85 étoiles, c'est que du 5 étoiles, c'est complètement dingue. Sur Apple Podcast, si vous pouviez, si vous avez 15-20 secondes, voilà, dès que vous êtes garé dans un petit coin, dès que vous avez le smartphone sous le coude, allez nous coller 5 étoiles et encore mieux un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est quelque chose qui va pousser le podcast et qui va nous permettre de monter un petit peu dans les algorithmes des plateformes de podcast. Donc voilà, donc si vous avez envie de servir la cause du coup tordu, ça vous prendra 20 secondes. C'est simple et c'est gratuit et je vous en remercie par avance. Donc Apple Podcast pour les 5 étoiles, le compte Instagram du coup tordu, la page Facebook, le compte X, le compte Twitter, le TikTok également. Et on se retrouvera, je sais pas si on se retrouvera ce mercredi pour l'analyse de l'étape 18, c'est pas sûr du tout. Peut-être, voilà, je fais mon max. Voilà, allez, ciao les amis.